Merci en tout cas de nous rejoindre pour cette télécauserie, donc la 11e de Non-Violence 21, sur le thème donc la désobéissance civile, un outil d'une démocratie républicaine. Donc voilà, organisé donc par Non-Violence 21, que je vais vous présenter rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas complètement. Donc Non-Violence 21, on est une association de promotion et de financement de la non-violence, qui rassemble donc aujourd'hui 18 organisations non violentes en son sein sur des thématiques comme l'éducation à la non-violence, l'intervention civile de paix, qui est une méthode d'intervention internationale, et l'action non violente, donc la désobéissance civile, dont on va parler ce soir. Il y a deux aspects importants dans notre association dont je vais vous parler rapidement avant de commencer. Donc déjà, on soutient donc des nombreuses initiatives non violentes chaque année, environ une trentaine de projets, et notamment grâce aux dons des particuliers. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous trouverez les informations pour nous soutenir sur notre site internet et vous trouverez aussi la liste des projets qu'on a soutenus les précédentes années. Voilà, donc si vous trouvez ça important, n'hésitez pas. Et aussi plus en lien avec la télécauserie d'aujourd'hui, on avait organisé un événement en décembre dernier qui s'appelait les 21 heures de la non-violence. C'était 21 heures de contenu sur la non-violence et il y avait notamment une table ronde qui s'appelait Menaces sur la non-violence, qui est notamment intéressante dans le cadre de ce qu'on va parler ce soir. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la revoir sur notre chaîne YouTube. C'est le replay des 21 heures de non-violence et c'est l'émission du vendredi. C'est une vidéo de 7 heures au milieu de laquelle vous trouverez cette table ronde Menaces sur la non-violence. Voilà, et donc, si ça vous intéresse, on va sûrement faire une deuxième édition des 21 heures de la non-violence en fin septembre. Voilà, je vais déjà en parler un peu. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc, on va donc parler de la désobéissance civile, outil de démocratie, une démocratie républicaine. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter la définition de la désobéissance civile qu'on est encore en train de finaliser au sein de Non-Violence 21, mais une définition qu'on essaie de... Là, je vais vous partager mon écran pour que vous la voyez. Je vais la lire également. Donc, c'est une définition qui est encore pas tout à fait finalisée, mais notamment, donc, on définit la désobéissance civile comme une action organisée de transgression d'une loi considérée comme injuste. Elle est collective, publique et non violente et vise à créer un rapport de force de pouvoir. L'action s'inscrit dans la durée avec un objectif annoncé et atteignable et porte un projet constructif de transformation sociale ou politique. Les désobéissants et désobéissantes civiles assument les risques de sanctions. Donc c'est illégal certes, mais la désobéissance civile est néanmoins jugée légitime par ses auteurs et autrices qui luttent contre une loi particulièrement injuste. Donc ce que cette définition n'intègre pas encore totalement, mais dont Christian pourra peut-être nous parler, c'est la notion de désobéissance civile indirecte, où on désobéit à une loi, même ce n'est pas la loi en elle-même qui est considérée comme injuste, mais c'est plus pour attirer l'attention sur d'autres points, comme par exemple les militants qui récemment ont bloqué le périphérique. Ce n'était pas contre la circulation sur le périphérique, mais pour appeler à la rénovation des bâtiments. Donc voilà, ça c'est une définition que Christian pourra peut-être préciser. Donc voilà, donc ce soir, on va se demander si cette désobéissance civile, c'est un outil pertinent dans une démocratie républicaine, puisqu'actuellement, c'est quand même remis en cause par une partie de nos autorités, bien que de nombreuses penseurs et penseuses l'ont jugé compatible avec une démocratie républicaine saine. Et donc, pour en parler ce soir, il y aura Maître Alexis Baudelin, qui est avocat au barreau de Paris, qui intervient notamment beaucoup sur des affaires pénales et administratives en assistant des collectifs et des militants actifs dans les luttes sociales. Et donc, il viendra nous parler dans une deuxième partie de comment la désobéissance civile s'inscrit et peut se justifier aujourd'hui par certaines lois, puis quelles sont les attaques qu'elle subit et comment se défendre. Mais on va commencer par échanger avec Christian Melon, qui est un membre de Non-Violence 21, qui travaille au Centre de recherche et d'action sociale, qui a déjà beaucoup réfléchi sur ces questions de violence et d'action non violente d'un point de vue notamment politique. Et il va nous parler notamment des liens entre désobéissance civile et État républicain. Et puis ensuite, il y aura un temps pour vous, pour poser vos questions et échanger avec eux. Ça sera à peu près 20 minutes chacun des temps, 20 minutes avec Christian, 20 minutes avec Alexis, puis 20 minutes de questions. Et on va donc se terminer cette télécauserie aux alentours de 19h10.
Voilà, n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat si vous voulez, puis moi je les relayerai aussi à l'oral, et sinon on pourra vous donner la parole pour les questions. Donc voilà, sur ce, Christian, je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci. Oui, pour compléter la définition, je dirais, je suis tombé dedans il y a très longtemps, ça fait 50 ans que j'ai fondé avec 2 amis lyonnais la revue Alternative non violente, où on a souvent fait des articles sur la désobéissance civile. Et avant de faire un peu de théorie là-dessus et d'études et de définitions, j'ai fait de la pratique, je dirais surtout autour de la lutte du Larzac. Voilà, je fais le vieux là. Bon, c'est juste pour situer d'où je parle, comme on dit. Voilà. Je ne vais pas faire toute l'histoire de la désobéissance civile. Il y aurait deux choses distinctes. Il y a l'histoire de l'expression, d'où vient le mot, enfin, désobéissance civile. Donc ça, c'est toute une partie qui peut intéresser peut-être des universitaires. C'est Henry David Thoreau au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Enfin, puis il y a l'histoire des pratiques de désobéissance civile. Et ça, disons que c'est quand même essentiellement au XXe siècle que des groupes, des mouvements sociaux ont pratiqué la désobéissance civile. Auparavant, il y avait des individus, mais ça ne s'appelle pas vraiment de la désobéissance civile à partir du moment où c'est purement individuel. Ils vont mieux parler d'objection de conscience. Hein, l'exemple type, c'est dans l'Antiquité, l'exemple d'Antigone, voilà, qui désobéit au roi Créon pour enterrer son frère alors que c'est interdit. Bon, ben ça, c'est purement individuel, c'est très respectable, bien entendu, j'ai rien contre. Et des objecteurs de conscience, j'en ai connu pas mal, j'ai pratiqué un peu dans ma jeunesse. Mais on parle des obéissances civiles à partir du moment où il s'agit d'une action collective. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de se mettre la conscience à l'aise par rapport à une loi qui va contre sa conscience, chose tout à fait, encore une fois, légitime et nécessaire, mais il s'agit de se regrouper suffisamment pour faire un rapport de force, pour faire changer cette loi. Il ne suffisait pas d'obtenir une exception à la loi, on pourrait dire, pour caricaturer un peu l'objecteur de conscience, à partir du moment où il y a une exception à la loi injuste qui est faite pour lui, bon, il est content. Hein. Il peut se satisfaire de cela. Dans la désobéissance civile, on ne se satisfait pas d'avoir des exceptions à la loi. Si elle est injuste, on estime qu'il faut la faire changer, et cela suppose donc des stratégies collectives et des rapports de force. Voilà. Donc, on pourrait résumer ça en disant l'expression stratégie d'objection de conscience n'a pas beaucoup de sens, alors que stratégie de désobéissance civile en a. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'histoire des pratiques de désobéissance civile, on peut dire que ce qui a vraiment marqué l'histoire, c'est Gandhi et Martin Luther King, les 2 grands classiques que l'on cite toujours, même s'il y a beaucoup d'autres exemples beaucoup moins connus, mais c'est les 2 qu'on cite toujours. Et l'un et l'autre, d'ailleurs, se sont inspirés de Henry David Thoreau, bien que Henry David Thoreau est l'inventeur de l'expression, mais il n'a pas pratiqué vraiment la désobéissance civile, il a plutôt pratiqué l'objection de conscience, refuser de payer l'impôt à un État esclavagiste ou un État qui faisait la guerre. Voilà. Alors, la définition de la désobéissance civile, elle a été affichée tout à l'heure. Je crois qu'il faut insister sur le caractère public de l'acte, hein, qui distingue radicalement la désobéissance civile de la désobéissance criminelle. Loin de se cacher, les contrevenants se font connaître et ils aiment bien la publicité. Quand on parle pas assez d'une action de désobéissance civile, on peut dire que c'est un semi-échec. Voilà. Le mot civil évoque bien entendu le mot citoyen, ce qui distingue. On ne fait pas de la désobéissance civile pour un truc purement local ou purement personnel. Il s'agit vraiment de s'inscrire dans un débat de citoyens concernant les orientations collectives de la vie de la cité. Voilà. Donc c'est un aspect politique, forcément, qui là encore distingue la désobéissance civile de la notion d'objection de conscience qui pourrait éventuellement se tenir uniquement sur le terrain moral.
Alors, l'idée d'une désobéissance civile qui serait autorisée par la loi est une contradiction dans les termes. À partir du moment où c'est autorisé, ça n'est plus de la désobéissance civile. Alors qu'une objection de conscience peut parfois être autorisée par la loi. Dans ma jeunesse, quand il y avait encore le service militaire obligatoire, ben, il y avait un statut pour les objecteurs de conscience. Bien sûr, on n'était pas satisfait de ce statut, mais au moins, il y avait cette exception-là qui était prévue, et il y a beaucoup de législation dans des pays démocratiques qui prévoient des exceptions, qui prévoient par la loi des exceptions à des obligations qui s'imposent d'une manière générale, mais il y a des exceptions pour ceux qui font objection de conscience. Voilà. Alors, c'est intéressant de savoir que Gandhi, pour faire un peu d'histoire, est un peu à la jonction des deux thématiques, celle de l'obligation morale de l'objecteur de conscience. Voilà. Pour lui, c'était absolument essentiel que toute personne, c'est un droit de suivre sa conscience, absolument, même si on est seul à le faire. Mais en même temps, il est très conscient de l'aspect politique de la chose et il sait qu'il faut faire pression sur les Anglais pour qu'ils quittent l'Inde. Voilà. Et il écrit, par exemple, « Imaginez un peuple tout entier refusant de se conformer aux lois en vigueur et prêt à supporter les conséquences de cette insubordination. Toute la machinerie législative et exécutive se trouverait du même coup complètement paralysée. » Alors, il y a eu des débats, mais pas très vifs en fait, sur le caractère non violent de la désobéissance civile. Je crois que ça fait partie de la définition. S'il y a c'est-à-dire les gens tendent parfois à confondre non-violence avec gentil, ne faisant pas de vagues, etc. Alors évidemment, à ce moment-là, c'est une erreur que tous les livres les écrits sur la non-violence ont combattu cette erreur. La non-violence peut être radicale. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la violence qui soit radicale. La violence, au contraire, c'est l'analyse en tout cas des mouvements non violents, peut justifier des attitudes du côté des autorités, du côté du pouvoir, qui vont empêcher les véritables changements. Bon, ça, c'est un autre débat, mais c'est important de savoir qu'il a existé. Alors, je pense que pour la clarté de nos débats, c'est intéressant de se rappeler qu'il y a une typologie des différentes formes de désobéissance civile. Tout à l'heure, Mathieu y a fait allusion, c'est la première distinction entre la désobéissance civile directe et indirecte. Voilà. Donc, directe, c'est quand la loi transgressée est celle-là même dont l'abolition est recherchée. Par exemple, le Civil Rights Movement de Luther King a organisé la violation massive d'une loi interdisant aux Noirs de fréquenter les mêmes lieux publics que les Blancs. Donc, c'était de la désobéissance civile. Ils en ont subi les conséquences, les matraquages de policiers, les chiens, enfin tout ça, on connaît ces images. Mais ce qu'ils visaient, c'était précisément que cette loi soit supprimée. Alors qu'une désobéissance civile indirecte, c'est qu'on commet une action manifestement illégale, par exemple bloquer la circulation par un sit-in, etc., mais en vue d'exercer une pression sur un autre point. Par exemple, les mouvements de paix qui paralysent la circulation dans le centre d'une ville par un sit-in massif pour protester contre une guerre, par exemple, menée par le gouvernement ou telle politique. En ce moment, ça se fait en ce qui concerne la non-politique suffisante concernant la lutte contre le changement climatique, bien sûr. Ben, il est évident que ceux qui font ça n'ont pas pour objectif de faire abroger la loi qui interdit que l'on bloque la circulation. Ils ont un autre objectif et ils se servent de celui-là pour créer un rapport de force, attirer l'attention. Alors, c'est important cette distinction parce qu'il y a certains auteurs qui légitiment une désobéissance civile directe, mais qui ne sont pas d'accord avec une désobéissance civile indirecte. Bon, il y a une autre distinction importante, c'est celle qui concerne ce qu'on appelle en anglais law testing. Ça concerne les pays, ils sont nombreux, où il y a différents niveaux de loi. Il y a la loi locale, il y a la loi de l'État, puis il y a la loi nationale. Aux États-Unis, qui est un État fédéral, c'est très important. Et Martin Luther King a beaucoup joué là-dessus.
désobéissant, organisant la désobéissance civile massive à des lois locales des États racistes du Sud, mais en invoquant la légitimité, pas seulement morale, mais même juridique, au niveau de ce qui devrait se décider à Washington. Donc, finalement, c'est des actes où l'objectif des désobéissants, c'est d'obliger l'appareil judiciaire à clarifier un point de droit, accomplir des actes. Voilà. C'est une manière de faire appel, d'une certaine manière, à un niveau supérieur de juridiction contre une loi locale qui est jugée par les intervenants. Injuste, bien sûr, mais ce n'est pas tellement ça le problème à ce moment-là, mais contraire aux principes constitutionnels. Alors là, ça se joue pas mal. Tout à l'heure, notre ami avocat va peut-être développer là-dessus, mais il y a beaucoup de défense des actes de désobéissance civile, par exemple en France, mais dans d'autres pays, où on arrive à la justifier non seulement moralement, mais juridiquement en faisant appel à la Convention européenne des droits de l'homme, voire à la Déclaration des Nations Unies, etc. Enfin, il y a différents niveaux et ça, c'est important. Alors, ça, c'est particulièrement vigoureux dans les pays comme les États-Unis en raison des divers niveaux de juridiction ou du rôle de la Cour suprême. Donc, c'est une manière de faire appel à une juridiction supérieure. Et avec le développement du droit international, ça ne concerne plus seulement les États fédéraux. Maintenant, on voit en divers pays des avocats de personnes inculpées pour des actes de désobéissance civile recourir à des arguments de même genre, des grandes conventions internationales, voire la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont invoqués pour défendre juridiquement telle ou telle infraction à une loi locale ou une loi nationale. Une autre distinction aussi qui peut être utile à avoir présent à l'esprit, c'est certaines formes, c'est entre des formes de, le but visé, c'est la persuasion ou le rapport de force. Certaines formes de désobéissance civile visent surtout à attirer l'attention de l'opinion publique sur le caractère injuste d'une loi déjà adoptée, en vue d'obtenir que lors d'une prochaine échéance électorale, la majorité se prononce en sens inverse. D'autres relèvent plus directement d'une épreuve de force immédiate. Le mouvement de désobéissance civile vise à rendre le maintien de telle ou telle loi ou de telle politique impossible ou politiquement très coûteux. Ce serait par exemple le cas d'un refus d'impôt qui serait vraiment massif. Bon, on avait tenté ça au moment de l'affaire du Larzac, ça a pesé un peu, mais pas vraiment beaucoup, parce que ça n'a pas été massif. Mais c'est ce qui était visé à un moment dans l'opération 3% Larzac. Et cette distinction n'est pas sans incidence sur les débats qui concernent la légitimité, parce que certains admettent la désobéissance civile quand elle se veut persuasive, une manière de poser avec vigueur un problème devant l'opinion, mais refusent la légitimité s'il s'agit d'une épreuve de force, d'un véritable blocage de quelque chose. Alors, la question qui nous rapproche du thème de la démocratie et de la République, c'est évidemment la question de la légitimité, non pas la légalité, puisque ça, je laisse cela à notre ami avocat tout à l'heure, mais la légitimité. Et c'est une vraie question. Je crois qu'il ne faut pas l'écarter d'un revers de main. L'argument qui est mis en avance par ceux qui refusent de considérer la légitimité d'une désobéissance. Et cet argument, c'est le suivant, on le connaît bien, ce serait affaiblir dangereusement la démocratie que d'admettre que des citoyens puissent, même avec les meilleures intentions du monde, s'organiser pour faire changer une loi ou une politique par d'autres moyens que ceux qui sont prévus par la Constitution, par les institutions. Voilà. C'est la fragilisation de la démocratie. Alors cet argument, c'est un peu le cœur peut-être de notre débat de ce soir. Il faut savoir qu'il a été contesté, voire carrément mis en cause par quelques grands penseurs importants de la philosophie politique qui ne sont pas connus pour des opinions particulièrement anarchistes ou anti-institutions. Je cite John Rawls, bien sûr, qui consacre des dizaines de pages à la désobéissance civile dans son grand bouquin sur la justice. Un autre moins connu, mais enfin important aussi, qui s'appelle Dworkin, et puis Hannah Arendt. Hannah Arendt a beaucoup parlé et écrit sur la désobéissance civile. Michael Walzer aussi, et puis du côté européen, Jürgen Habermas. Voilà.
pour eux, il est possible de faire une place à la désobéissance civile dans le fonctionnement de nos institutions publiques. C'est ce qu'écrit par exemple Hannah Arendt en 1994. Et de faire reconnaître une légitimité. Alors, ils ont des argumentaires assez différents. Par exemple, Rawls, c'est vraiment le niveau le moins exigeant. Pour lui, on peut reconnaître à des citoyens le droit de ne pas respecter la loi si des autorités publiques prennent des décisions portant gravement atteinte à leurs droits individuels ou à ceux d'une minorité. Au fond, c'est en quelque sorte quand la démocratie n'est pas vraiment démocrate. C'est-à-dire les institutions, on ne met pas en cause le fonctionnement des institutions, les élections, etc. Mais on dit que ça laisse des points obscurs. Voilà, par exemple des minorités, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, etc. Donc à ce moment-là, c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent de la désobéissance civile pour faire prendre conscience de ça. Donc pour lui, la désobéissance civile est surtout défensive. Elle n'a pas d'autre objectif légitime que la défense des droits contre un excès de pouvoir des gouvernants. Et encore faut-il qu'il s'agisse d'atteintes graves, parce que Rawls estime qu'il vaut mieux obéir à des lois injustes quand cette injustice n'est pas très importante, quand elle reste limitée. Donc la désobéissance civile, pour lui, est un mode d'expression plus qu'une épreuve de force. Elle vise moins à contraindre les autorités à changer leur politique qu'à faire connaître au public le plus large possible qu'un problème grave est posé et appelle un tel changement. La perspective d'Hannah Arendt est assez différente. Elle insiste sur le rôle politique positif, et pas seulement défensif, mais positif de la désobéissance civile. C'est de faire progresser la démocratie quand il y a des points où la démocratie n'a pas progressé assez vite par rapport aux évolutions sociales. La désobéissance civile, pour elle, est essentielle dans des sociétés qui évoluent très vite pour favoriser l'adaptation des lois et institutions aux évolutions sociales. Alors, l'exemple type qu'elle a donné, et puis qu'on cite maintenant tout à fait régulièrement, c'est l'exemple de la grève. À la fin du 19e siècle, la grève, c'était une désobéissance à la loi, c'était illégal. Voilà. Donc, ceux qui ont fait grève à la fin du 19e siècle et organisé des grèves collectives, bien, ils ont rendu service à la démocratie. Ils avaient simplement quelques années d'avance sur les lois qui ont été ensuite adoptées. Donc, ils ont rendu service à la société. Et on pourrait donc prendre d'autres exemples. Tout à l'heure, je pense que d'autres nous viendront à l'esprit. Voilà. Alors, Hannah Arendt, évidemment, en tant qu'américaine et très liée à la philosophie politique de son pays, a tendance à penser que seuls les États-Unis, enfin, que le pays par excellence de la désobéissance civile, c'est les États-Unis, parce qu'ils ont, en quelque sorte, une culture de l'obligation que tout acte public soit fondé sur le consentement, même tacite. C'est à la base même du système de gouvernement américain et de l'esprit des lois américaines, dit-elle. Voilà. Ça suppose donc le droit d'exprimer son désaccord, même vigoureusement, même par des actes qui paraissent choquants au premier abord. Voilà. Pour elle, la tradition de l'association volontaire est essentielle à la culture politique des États-Unis, comme l'avait déjà montré Tocqueville. Elle estime que la pratique de la désobéissance civile n'est pas autre chose que la forme la plus récente de l'association volontaire. Donc, elle préconise qu'on reconnaisse à la désobéissance civile une dimension proprement politique, analogue au rôle que jouent les groupes de pression, qui apportent leur aide au Congrès. C'est un peu ambigu, elle met ça dans le même sens que les lobbies, les groupes de pression qui apportent leur aide au Congrès en favorisant les débats parlementaires, etc. C'est un rôle pourtant qui n'avait pas été prévu dans les institutions. Voilà ce qui me semblait intéressant peut-être à connaître ou à exposer au début. Voilà, je vais m'arrêter là, sachant qu'il y a encore pas mal de questions sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure et surtout donner des exemples concrets une fois que nous aurons eu la deuxième intervention.
Merci beaucoup Christian, pour ton intervention qui a été appréciée. Il y a des personnes qui demandent si tu pourrais nous transmettre le texte de ton intervention pour qu'on le fasse suivre. Donc, tu nous diras si tu es OK pour ça. Euh, mais en attendant, du coup, on va passer la parole donc à Alexis Baudelin, donc maître au barreau de Paris, et qui va nous parler effectivement plus de la partie légale euh, de la désobéissance civile. Merci Mathieu, merci pour cette invitation et puis merci effectivement Christian pour cette description de la désobéissance civile et voilà ce retour aussi un peu historique et sur la pensée de la désobéissance civile qui est extrêmement intéressant. Moi aussi ça m'a bien inspiré et je pense que ça pourra m'être utile aussi dans les plaidoiries et les façons enfin voilà les arguments de défense que je pourrais développer pour aider les militants quand ils font face justement à la répression de l'État à la suite d'actions de désobéissance civile. C'est toujours utile de rappeler effectivement quelle est la philosophie de la désobéissance civile et quelle est, voilà, qu'il y a des penseurs derrière ça et qui la justifient dans une société qui se veut aussi démocratique. Et je pense que c'est justement là le point intéressant. Alors moi, la présentation que je vais vous faire désormais est un peu plus pratique et porte sur la façon dont la désobéissance civile est appréciée aujourd'hui par l'État et les institutions, et notamment, je vais me concentrer sur l'État français. Voilà, qu'est-ce qui se passe en France en termes de désobéissance civile, comment l'État y répond, comment l'État l'apprécie. Et je pense qu'on est tous assez d'accord sur ce point pour dire qu'il y a une tendance récente. Alors, d'un point de vue historique, certes, il y a toujours eu de la répression, mais aujourd'hui, par rapport aux actions de désobéissance civile qui ont lieu, on constate effectivement qu'il y a une tendance à la répression qui est assez forte et aussi pour des actions de désobéissance civile qui ne vont pas forcément très loin en termes de radicalité par rapport à ce qui a pu être décrit par Christian. Ce que vous pouvez entendre, par exemple, effectivement, Hannah Arendt ou d'autres sur la question de la désobéissance civile. Donc, voilà. Donc moi, ce que j'aimerais vous présenter là ce soir en 20 minutes, c'est justement cette appréciation-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'actions de désobéissance civile parce que on a d'un certain côté une perte de confiance en les institutions pour nous représenter et pour agir dans un certain sens de progrès. Donc, beaucoup de personnes considèrent que le vote, par exemple, le fait de voter pour un président, voter pour des parlementaires ne suffit plus, entrent dans de la désobéissance civile pour reprendre le terrain, en fait, reprendre le terrain de la démocratie et d'une forme de démocratie directe. Et ça, l'État et ceux qui les représentent ont beaucoup de mal, justement, avec cette forme de démocratie directe qui émane de la désobéissance civile. Pour eux, la seule forme de légitimité, c'est ce qui émane de la discussion, de ce qui émane de la loi, de ce qui émane donc de la discussion du législateur et du gouvernement. Les sujets qui seraient amenés d'une autre manière ont tendance à être délégitimés. Et ce pourquoi la désobéissance civile, d'autant plus qu'elle est effectuée par la commission d'infraction, n'a aux yeux de l'État que peu de valeur et donc peut être vu, peut être perçu comme quelque chose qui n'est pas normal et qui doit être réprimé. Pour rappel, l'État, le rôle de l'État, c'est effectivement de maintenir un ordre. Alors cet ordre, qu'il soit égalitaire ou inégalitaire, c'est à voir, mais en tout cas, c'est de maintenir cet ordre. Et la désobéissance civile, le fait d'agir par désobéissance civile, crée un déséquilibre, vient troubler cet ordre, justement. Et donc, l'État doit réprimer ce trouble à l'ordre public. Et aujourd'hui, l'État a tendance, effectivement, pour la moindre action de désobéissance civile, à considérer que c'est un trouble à l'ordre public suffisant pour être réprimé. Là où par le passé, même pour des actions plutôt anodines, il pouvait avoir tendance à laisser passer. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue pratique? Quels sont les outils quels sont les outils à disposition de l'État justement pour réprimer cela? Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en fait dans la pratique de la désobéissance civile?
Effectivement, on peut voir que ces outils sont assez diversifiés et agissent à vraiment à tous les échelons et impliquent toutes les institutions, que ce soit le politique, le législateur, la police, mais aussi la justice. Donc, je vais essayer de balayer tout ça assez rapidement, de façon assez synthétique, mais pour vous montrer effectivement que même la désobéissance civile est aussi concernée par cette répression. Voilà, elle y fait face. Et je viendrai dans un second temps expliquer quels sont les outils pour s'en défendre, effectivement. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, prenons par exemple, a été cité l'exemple de ces militants qui viendraient bloquer la circulation pour alerter sur le changement climatique et la nécessité de rénover les bâtiments, voilà, de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, ces personnes se mettent sur la route, bloquent la circulation et délivrent leur message de cette manière. Là où, dans un maintien de l'ordre normal, on pourrait avoir des fonctionnaires de police qui interviendraient, qui évacueraient ces personnes, les mettrait sur le côté, et puis ça s'arrêterait là, l'action est terminée. Voilà, ça pourrait être une réponse, on va dire, normale à ce trouble. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça ne s'arrête pas là. Pour ces personnes qui se sont mises au milieu de la route, elles ne sont pas juste évacuées, elles sont interpellées, on contrôle leur identité. Alors, et l'interpellation, ce n'est pas, alors soit c'est par des fonctionnaires de police tout à fait normaux, mais il y a aussi des cas où on réemploie d'autres unités de police de type, notamment sur Paris, ce qu'on appelle la Brave M, donc ces policiers à moto habillés tout de noir, casque intégral, qui peuvent paraître un peu impressionnants. Voilà, c'est cette police-là qui est une police de répression de l'action violente, est utilisée sur des militants dans une action non violente. Donc, c'est tout un symbole. Donc, on commence par des interpellations plus ou moins rudes, contrôle d'identité et ensuite placement en garde à vue. Donc, ça veut dire que ces personnes qui se sont juste assises sur la route, déjà vont être placées en garde à vue. Le placement en garde à vue, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est censé, certes, faire cesser une infraction, mais c'est aussi garantir que la personne sera bien présente devant la police et répondra de son infraction. C'est pas quelque chose. La garde à vue, c'est pas quelque chose qui est systématique dans le code de procédure pénale. Une personne qui a commis une infraction, si elle a été constatée, voilà, il s'avère qu'on voit que c'est bien elle, on peut très bien la reconvoquer par la suite au commissariat pour l'entendre sur ses agissements et voir des suites à venir. Mais non, là, sur des actions aussi anodines que le fait de s'installer pacifiquement de façon non violente au milieu de la route, on peut, à la suite de ça, être placé en garde à vue. Je vais revenir un peu plus loin sur la garde à vue, mais déjà sur les outils à disposition de la police en termes de maintien de l'ordre. Donc, je vous ai dit, effectivement, dans l'action de désobéissance civile, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la tendance à l'interpellation systématique des personnes plutôt qu'à mettre fin à l'action de désobéissance civile et puis ça s'arrête là. Ça peut aller plus loin. La police n'hésite pas, dans certaines situations, à aussi user d'autres méthodes que sont la NAS, donc la méthode de NAS qui vise à encercler les personnes, les militants, et à les maintenir dans cette NAS pendant parfois plusieurs heures. Ça a été condamné par le Conseil d'État et par le Conseil constitutionnel, mais ça a existé pendant un temps et ça a tendance à continuer à exister. Donc là, ce phénomène de NAS, employé dans des cas où ça ne devrait pas l'être. L'emploi de la violence aussi par les forces de l'ordre, que ce soit l'emploi de gaz lacrymogène. On peut se rappeler des événements du pont de Sully par un groupe de militants qui ont fait de la désobéissance civile, donc ils se sont fait gazer à coups de bombes lacrymogènes pour les évacuer. Est-ce que c'était bien proportionné, bien nécessaire? Je ne suis pas certain.
il y a aussi des voilà, possibilités d'user de la force, donc par la matraque, par les coups, et aussi une autre forme de violence qui est l'interpellation avec menottage. Donc, on considère que la personne doit être menottée, alors que, encore une fois, il y a des conditions bien précises pour décider du menottage d'une personne. Ces conditions ne sont pas forcément réunies. Ça, c'est les outils voilà, à disposition des forces de police au moment de l'action, mais aussi en amont de ces actions, avant même que l'action ait eu lieu. Il peut y avoir aussi des possibilités d'interpellation préventive sur des personnes qui apparaîtraient comme des organisateurs ou en considérant que voilà, il y a trop de personnes réunies à un endroit, que ça constitue un groupement et donc on peut les interpeller avant même que la moindre infraction ait été commise. Ça, c'est donc en amont ou pendant l'action de désobéissance civile. Ensuite, je vous ai dit, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate dans le milieu de la désobéissance civile, il y a beaucoup d'interpellations et donc des personnes placées en garde à vue. Placées en garde à vue, ça veut dire entre une demi-journée, donc disons voilà, 5-6 heures de garde à vue, jusqu'à éventuellement 48 heures. Beaucoup de personnes sont placées en garde à vue jusqu'à 40-48 heures pour des actions totalement non violentes où il n'y a quasiment rien à leur reprocher si ce n'est le fait qu'elles étaient présentes à tel endroit pour livrer un message. Mais on va avoir cette tendance effectivement à l'utilisation de la garde à vue justement pour les retenir, les priver de leur liberté pendant un temps assez long. Et cette garde à vue, ça ouvre aussi toute une palette d'outils répressifs et policiers qui sont aussi à prendre en compte. Parce que le fait de placer une personne en garde à vue, on considère qu'elle est suspecte d'avoir commis une infraction et à ce stade-là, il est possible voilà, d'exercer des mesures de contrainte contre elle. Quelles sont-elles, ces mesures de contrainte? Tout d'abord, ça va être la possibilité de récupérer tout un tas d'informations sur cette personne, donc sur son identité. Donc, c'est toute une prise d'identité sur qui elle est, où elle vit, quelles sont ses relations. Donc, ça, voilà, il y a un fichage d'identité de ce point de vue-là. Ensuite, ces personnes-là, dès lors qu'elles sont suspectées d'avoir commis une infraction, on va aussi prélever ce qui s'appelle des empreintes biométriques, donc des données biométriques, c'est-à-dire des empreintes digitales, mais aussi une photographie de leur visage, de toute leur personne en général. Il y aura aussi des mensurations. Donc voilà, on va prendre ces données-là qui sont des données biométriques et dans certains cas, on va aussi jusqu'à prendre des données qui sont de type génétique, donc les empreintes ADN. Donc, la garde à vue est ce moment qui ne se passe pas devant un juge, c'est un moment devant la police, peut mener voilà, à certaines contraintes comme ça qui sont assez fortes et qui ont lieu aussi dans le cadre de la désobéissance civile. Donc ça, il y a ce que j'appelle moi une forme de fichage policier qui est inhérent à cette répression, à cette répression policière. Ça, c'est pour la personne. Et aussi, autre constat, dans les actions de désobéissance civile, il peut y avoir du matériel qui est utilisé, tel des mégaphones, des sonos, des banderoles, des sacs pour transporter tout ce matériel. Il y a aussi cette tendance des forces de police à confisquer, même si ce n'est pas légal, il n'y a pas de texte qui leur permet de le faire, mais de confisquer ce matériel et il est souvent très difficile de le récupérer. Donc, des petits éléments comme ça qui ont l'air assez anodins, mais qui font partie de cette répression. Donc, une fois que la personne a passé une journée, une nuit en garde à vue, alors soit on considère que ça a suffi, il n'y a pas suffisamment d'éléments et bon, ces heures, cette nuit en garde à vue aura suffi pour éventuellement dissuader la personne de revenir ou de repenser la prochaine fois qu'elle se relancera dans une action de désobéissance civile, de repenser à 2 fois ce qui pourrait lui arriver. Voilà, ça peut s'arrêter là. Dans d'autres cas, encore une fois, toujours dans de la désobéissance civile, ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin et on considère effectivement que le fait
de décrocher le tableau du président de la République dans une mairie, le fait de s'asseoir sur le périphérique pour bloquer la circulation, le fait de lancer un peu de peinture lavable sur la vitre d'une peinture, d'une œuvre d'art, ou de faire un tag à la craie sur, je ne sais pas moi, sur la porte de l'Assemblée nationale. Ça peut justifier plus qu'une garde à vue, auquel cas on entre dans une phase qui est une phase non plus policière, mais judiciaire, où la personne va donc être éventuellement déférée devant le procureur de la République, donc au tribunal, soit parce qu'on considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour la faire passer en comparution immédiate, donc pour être jugée immédiatement des faits, et, voilà, punie immédiatement, ou éventuellement convoquée ultérieurement pour un procès. Alors, j'entendais effectivement que ça peut être l'objectif aussi de la désobéissance civile que d'aller, l'un des objectifs que d'aller jusqu'au procès pour pouvoir passer le message au plus grand nombre et expliquer l'agissement, mais ça n'en reste pas moins une forme de répression, quoi. C'est une répression judiciaire à l'égard de la désobéissance civile que de considérer que l'acte en question n'est pas admissible dans la société et qu'il doit être puni judiciairement, voilà, par une sanction pénale. C'est aussi quelque chose que pour des actions de désobéissance civile, encore une fois, plutôt anodines, c'est quelque chose qui a tendance à pas se généraliser, mais qu'on constate de plus en plus souvent, ce passage devant la justice pour des actions quelconques. Encore récemment, pour de simples manifestations, le fait d'être présent en un lieu avec des banderoles et en lançant, comme j'ai dit, un peu de peinture qui est facilement lavable, valait pour les personnes qui seraient les porte-parole de ces mouvements à l'origine de ces manifestations, valait donc interpellation et donc ensuite déferment devant le procureur en vue et ensuite convocation en procès pour avoir organisé une manifestation qui ne serait pas, qui n'aurait pas été déclarée. Donc ça, et quand bien même l'action en question il n'y aurait pas eu de violence ou de choses particulièrement graves qui auraient été commises. Mais ça peut valoir un procès. C'est effectivement ce qu'on constate aujourd'hui d'un point de vue judiciaire. Donc, voilà, la désobéissance civile n'échappe pas à cette répression aujourd'hui, et c'est une répression qui a tendance à s'amplifier. Ça c'est clair, c'est une répression à la fois policière et judiciaire. Les deux premiers points. Troisième point, la répression est aussi administrative. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on pense souvent, effectivement, quand on part en action de désobéissance civile, que c'est juste, on aura en face de nous éventuellement la police et peut-être un juge. L'administration a aussi des pouvoirs à l'égard des militants de la désobéissance civile et de leur collectif. Je pense à quoi? Tout d'abord, quelque chose assez simple, mais qui revient assez souvent et qui est prétexte à de la répression, c'est lorsqu'une manifestation est organisée et que l'administration suspecte qu'il va y avoir ce qu'elle appelle des débordements, éventuellement de la désobéissance civile, elle peut, donc c'est la préfecture, je pense en l'occurrence, faire paraître un arrêté d'interdiction de manifestation. Dès lors qu'il y a un arrêté d'interdiction de manifestation, toute personne qui participerait à une manifestation interdite peut être désormais interpellée et recevoir une contravention pour ça. Donc, c'est une façon assez efficace de réprimer par la contravention. Il y a ça d'une part. D'autre part, l'administration a aussi la possibilité pour des collectifs de militants de la désobéissance civile qui seraient, selon elle, un peu trop virulents et qui feraient un peu trop parler d'eux. L'administration a la possibilité de dissoudre leur collectif, donc de prononcer des décrets, si je me trompe, décrets ou arrêtés du ministre de l'Intérieur qui permet la dissolution d'associations. Et on en a eu encore tout récemment. Alors qu'à l'origine, ça concernait plutôt des collectifs, on va dire, d'extrême droite violents. Aujourd'hui, l'administration n'hésite pas, le ministère de l'Intérieur n'hésite pas à aussi
à s'attaquer à des associations qui seraient plus voilà, de gauche et sont aussi dans le viseur des collectifs qui pratiquent la désobéissance civile. Ça, c'est un autre outil à la disposition, cette fois, de l'administration. Encore un autre outil auquel je pense, c'est aussi toutes les techniques de renseignement. Donc, on n'échappe pas, en tant que militant de la désobéissance civile, on n'échappe pas aux techniques de renseignement de l'administration. Donc, les mises sur écoute, les surveillances électroniques, l'usage de caméras, la vidéosurveillance, mais aussi sur certaines actions, le déploiement de drones pour filmer ces actions et faire du renseignement. Ces outils-là aussi sont à la disposition de l'État et de l'administration pour réprimer les actions de désobéissance civile. Dernier point de l'administration qui m'intéresse aussi parce que c'est un phénomène que je constate assez régulièrement dans mon métier. Pour ce qui concerne les militants qui ne seraient pas de nationalité française mais qui participeraient à une action de désobéissance civile en France. Ce que je constate aussi, c'est que lorsqu'elles sont interpellées, ces personnes, il arrive qu'à la sortie de leur garde à vue, elles se voient notifier aussi un arrêté d'obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire qu'elles sont expulsées. Elles sont expulsées du territoire français. Et ça, c'est aussi un outil de répression qui est utilisé cette fois non pas contre des ressortissants français, mais contre des ressortissants étrangers. Et quand bien même cette personne n'aurait rien fait de spécial d'autre que d'être présente en tel endroit pour exprimer un message, user de sa liberté d'expression. Donc voilà, encore un outil. Je vous ai donc parlé effectivement des outils. Maintenant, très, très rapidement, je voulais aussi vous dire qu'il y a au cours de ces dernières années, effectivement, il y a une évolution. Il y a une évolution dans cet arsenal législatif, les outils à la disposition de la police, de la justice et de l'administration pour réprimer la désobéissance civile. Et souvent, ces outils sont mis en place à la suite d'événements, de moments de circonstances. Qu'est-ce que j'entends par là? À chaque moment de crise, que ce soit au moment de l'état d'urgence terroriste, au moment de l'état d'urgence sanitaire, compte tenu de la crise climatique, compte tenu justement de l'essor de ces mouvements de désobéissance civile, à chacun de ces moments, il y a toujours un prétexte à renforcer l'arsenal répressif, et c'est ce que fait l'État. Pour vous citer quelques exemples, en 2010, donc, il y a eu une loi qui a créé le délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ce délit est aujourd'hui systématiquement utilisé par la police pour interpeller des militants de la désobéissance civile qui feraient une action. Quand bien même il n'y aurait pas de délit constitué, on utilise ce délit-là en considérant qu'ils avaient éventuellement l'intention de commettre des violences ou des dégradations. Et donc, ça justifie une interpellation sur la base de ce délit. En 2019, il y a eu, à la suite pendant le mouvement des Gilets jaunes, est sortie une loi anti-casseurs qui punit le délit de dissimulation du visage en manifestation et qui punit aussi d'une contravention le fait de participer à une manifestation interdite. Ce délit et cette contravention sont aussi souvent utilisés, alors moins en action de désobéissance civile, et encore, je pense que ça pourrait être utilisé dans les actions de désobéissance civile où les personnes peuvent revêtir des masques, ça peut être des masques de type de carnaval. C'est un délit c'est une loi qui permet justement d'interpeller ces personnes qui seraient masqués. Et la contravention à 135 € pour les manifestations interdites, c'est une contravention qui a été aussi utilisée, parfois de façon abusive, contre des manifestants, des désobéissants qui étaient dans l'espace public et qui n'auraient pas déclaré une manifestation. Alors là, certes, c'est un abus, mais ça a été utilisé aussi pour réprimer. En 2021, alors là, des exemples plus concrets, des délits qui sont nés d'actions de désobéissance civile. En 2020, des militants, par 2 fois, ou même par 3 fois, je crois, ont envahi les tarmacs de plusieurs aéroports à Paris, en région parisienne, à savoir Roissy et Orly. En 2021, consécutivement à ces actions de désobéissance civile,
le gouvernement a décidé justement d'introduire un nouveau délit, a fait voter par le Parlement un nouveau délit qui est le fameux délit d'introduction sur le tarmac des aéroports. Donc, c'est un délit qui a été créé justement en réponse à des actions de désobéissance civile. De la même façon, en 2022, il y a de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles qui ont été créées, c'est-à-dire des amendes pour lesquelles qu'un policier peut donner sans même passer devant un juge en cas de la commission de certains délits. Et en 2022, il y a une nouvelle liste de délits qui ont été ouverts à cette possibilité d'amende forfaitaire délictuelle, dont notamment le délit d'entrave à la circulation. Et on sait très bien que ce moyen-là a été mis en place consécutivement aux actions de désobéissance civile qui avaient lieu justement les blocages de la circulation sur le périphérique ou la route en général par des militants de la désobéissance civile. On se méfie de la même manière de ce qui pourrait arriver dans les lois de police, les lois répressives qui sont actuellement à l'examen en vue des JO de 2024. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, l'État se sert d'outils répressifs qui sont déjà existants et quand il ne les a pas, il en crée de nouveaux, justement pour répondre aux nouveaux modes de désobéissance civile. C'est quelque chose qui est bien réel, voilà, qui est bien concret. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? Oui, jusqu'à 19h. Si on avait moyen de passer très prochainement aux questions. Ok, bon, je vais juste finir. Voilà, dernier point sur comment résister à tout ça. Hein, parce qu'effectivement, là, je restais un tableau un peu noir, mais il y a bien sûr, on parle de désobéissance civile et il y a certes une possibilité de résister à ça. Donc, déjà, bon, première chose, c'est ce que vous faites vous. Ce que font aussi de nombreuses associations et de militants, c'est de s'opposer à ces formes de répression, à cette dérive, en alertant et en montrant voilà, où sont les problèmes et ce vers quoi il ne faut pas aller. Donc, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce sens-là. Je pense notamment à Amnesty, l'Observatoire des libertés ou encore la Ligue des droits de l'homme. Pour ce qui concerne les militants, les collectifs de la désobéissance civile, eux, la meilleure façon de s'armer face à ça, la meilleure façon de résister, c'est déjà d'avoir connaissance de tout ça, donc d'être bien formés et de bien connaître leurs droits en mesurant quand ils partent en action, enfin quand ils vont faire de la désobéissance civile, en mesurant les risques juridiques et en s'y préparant. Donc, la mise en place de Legal Team, par exemple, et de groupes de coordination, c'est quelque chose de très utile pour s'y préparer. Et enfin, bon, dernier point, ce qui concerne plus les juristes et les avocats, c'est effectivement ce qu'on va pouvoir faire devant la justice. Et là, il y a quelque chose aussi à faire, effectivement, à chercher à infléchir le droit par des évolutions jurisprudentielles. Et donc, effectivement, en montrant que l'action de désobéissance civile a sa place dans la démocratie et d'une part est légitime, mais aussi peut trouver une certaine forme de légalité. Et cette légalité, oui, on la retrouve par le biais, par exemple, de ce principe qui est l'état de nécessité, donc par lequel on considère effectivement qu'une action de désobéissance civile était nécessaire pour prévenir un risque, pour alerter sur ce risque et qu'elle s'avérait non seulement nécessaire, mais elle était proportionnée. On utilise aussi de façon plus récente le principe de la liberté d'expression. On peut aussi justifier une action de désobéissance civile par la liberté d'expression. Il y a de la jurisprudence de plus en plus abondante sur ce sujet. Et on s'appuie pour ça, effectivement, à la fois sur la loi nationale, mais aussi sur des grands traités que sont, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il y a tout un travail qui est mené aussi de ce côté-là, du côté des juristes et des avocats, pour montrer que, certes, une infraction a été commise, mais cette infraction doit être neutralisée parce qu'on doit obéir derrière ça à des principes qui sont supérieurs, des principes tels que l'état de nécessité ou la liberté d'expression. Voilà, j'ai balayé assez rapidement. Encore une fois, je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais c'est un aperçu. Donc, d'une part, des outils de répression de l'État à l'égard de la désobéissance civile, et d'autre part, de façon plus rapide, je vous ai indiqué effectivement quels étaient les moyens assez simples de se défendre, les premiers moyens pour se défendre de tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Alexis.
Et merci Christian. Donc maintenant, si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Vous pouvez soit les écrire dans le chat, soit demander la parole en mettant un petit point d'interrogation comme a fait Pierre-Marie. Et du coup, Pierre-Marie, tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Merci pour vos éclairages. Moi, j'ai une question pratico-pratique. Aujourd'hui, dans les actions que je vois, on a le droit à un nassage de la police systématique. Donc, si c'est illégal, je voudrais savoir comment on s'y oppose. Et la suite du nassage, c'est le contrôle d'identité et la distribution de PV. Donc moi, j'encourage les manifestants à ne pas donner leur identité pour ne pas prendre de PV, pour que ça aille plus loin. Mais bon, c'est un peu compliqué. Donc je voudrais savoir si vous avez des solutions pratiques pour s'opposer au nassage ou pour voilà, pouvoir faire des actions de désobéissance civile, qui ne fassent pas qu'on se retrouve devant un tribunal de police à contester des amendes qui sont un peu passées à côté de la cible. Même si les arguments de la liberté d'expression et de l'urgence de la situation, enfin, que vous avez expliqué tout à l'heure, se fait valoir dans les argumentations. Mais bon, voilà, ça nous limite un peu dans nos actions. J'ai dit. Mathieu, est-ce qu'on répond directement ou on prend plusieurs questions avant? Comment ça se passe? Vas-y, on va faire une à la fois. Alors, je pense que les questions m'étaient, je pense, plus adressées. Donc, alors oui, d'un point de vue pratique, effectivement, c'est ce que je disais, hein, c'est ça, c'est au cours d'actions de désobéissance civile, il arrive très régulièrement que les personnes soient nassées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le moment, pas grand-chose, hélas. Hormis effectivement dénoncer, dire voilà, que c'est complètement illégal, mais bon, ça va passer dans une oreille du policier et ressortir par l'autre, il ne se passera pas grand-chose de plus. Ce qu'il faut faire, je pense, dans ces moments-là, bon, à moins que cette nasse dépasse, on peut vous retenir à un endroit normalement pendant un maximum de 4 heures en vue de vérifier votre identité. Donc, en principe, cette nasse pourrait durer jusqu'à 4 heures sans qu'on ait grand-chose à dire. Mais cela dit, je pense que ce qui est important, c'est quand même de documenter ces moments. C'est à chaque fois que ça se passe, il faut le documenter et le dénoncer. C'est-à-dire, s'il y a des journalistes, s'il y a des personnes qui peuvent filmer, c'est de documenter, de partager ça pour que derrière, d'autres collectifs s'en saisissent et le dénoncent. Ce que je disais, effectivement, par exemple, Amnesty a fait un travail là-dessus et continue à travailler là-dessus pour dénoncer ces pratiques-là. C'est à ce stade tout ce qu'on peut faire, le plus efficace qu'on puisse faire. Les personnes qui sont victimes de ça peuvent aussi déposer plainte, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. Donc, le plus important pour moi, c'est ça, c'est documenter ces pratiques et les dénoncer par du plaidoyer. Enfin, la deuxième question pour ce qui concerne le fait de refuser de donner son identité en vue d'éviter les contraventions, c'est certes une bonne idée, mais c'est quelque chose qui, justement, dans l'esprit de la désobéissance civile, ne doit pas être fait individuellement. C'est quelque chose, quand c'est décidé, ça doit être fait collectivement. Si c'est fait individuellement, la personne ne va pas y échapper et va subir la répression policière et judiciaire. Si c'est tout un groupe qui refuse, la police va déjà avoir beaucoup plus de mal à contrôler cette masse de personnes qui refusent de donner son identité. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la police? Si on refuse de donner son identité, elle a la possibilité de vous conduire au poste pour une vérification d'identité. Cette vérification d'identité ne doit pas durer plus de 4 heures, mais si au bout de ces 4 heures, vous persistez à refuser de donner votre identité, à ce moment-là, va se mettre en place un mécanisme où on va, par exemple, vous soumettre à un relevé d'empreintes digitales, et si vous refusez de donner ces empreintes digitales, à ce moment, vous commettez une infraction. Et là, on va pouvoir vous placer en garde à vue, et donc on va rentrer dans un mécanisme à la fois policier et judiciaire. Donc, le refus d'identité, c'est intéressant pour faire perdre du temps à la police et pour la désorganiser et lui faire réfléchir à 2 fois avant de passer à la suite, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être fait individuellement, parce qu'individuellement, vous allez systématiquement y perdre. C'est forcément quelque chose qui doit être collectif. Voilà. J'espère que ça répond à la question, mais c'est à mon avis la meilleure approche sur ce sujet.
Merci Alexis. Il y a quelqu'un dans le chat justement, qui est intéressé par les références du texte de l'illégalité du nassage. Si à l'occasion, tu pourras nous le faire suivre, Alexis. On les mettra dans le mail compte rendu de Oui, cette télécauserie. tout à fait. Bah, c'est un arrêt du Conseil d'État que je vous retrouverai. Je pourrais voilà, pour le compte rendu, je pourrais vous le mettre. Parfait. Merci. Il y avait une question de Jean Dupraz aussi qui demandait si sur les interpellations qui mènent notamment aux gardes à vue, il n'y a pas une différenciation au sein des personnes qui mènent les actions, notamment par exemple avec par rapport au racisme ou des choses comme ça. Si on pouvait, s'il y a une discrimination entre les militants, en garde à vue ou pas. Alors, il y a pas, c'est pas tant une discrimination entre les militants, c'est plus. Alors, c'est pas d'un point de vue individuel, je pense que c'est plus d'un point de vue collectif. C'est selon l'action, selon le collectif qui est à l'origine de cette action et la population d'ensemble. Ça va être plus d'un point de vue sociologique, mais on constate effectivement qu'il y a une répression qui est beaucoup plus importante dans certains cadres, dans des cadres de manifestation, sur certaines actions qui sont assez radicales. Là où d'autres actions de désobéissance civile plus urbaines, plus parisiennes, par exemple, vont être traitées d'une autre manière. Donc, oui, il peut y avoir effectivement une forme de. Est-ce que c'est un traitement racisé de la question ou non? Il peut y avoir de ça. C'est vraiment selon les collectifs, selon le contexte, qui fait que effectivement la répression ne sera pas forcément la même. C'est un fait effectivement. Et donc sur sur les collectifs auxquels je pense à Paris, que ce soit Extinction Rebellion, Alternativa, Dernière Rénovation. Oui, la répression ne sera pas la même que des collectifs qui font de la désobéissance civile en banlieue ou sur des zones plus à risque, sur des sujets de type nucléaire ou avec du milieu, ou dans des milieux logistiques, quoi. On n'aura pas la même forme de répression, ça c'est clair. Merci Alexis. Il y a une question peut-être plus pour Christian. Quelqu'un qui nous dit que c'est Lucas qui nous dit qu'il a l'impression qu'il y a une volonté politique de construire un vocabulaire encore plus radical contre la désobéissance civile, notamment Darmanin qui parle d'écoterrorisme et d'écoterrorisme pour créer du coup un appareil répressif encore plus marqué. Et du coup, comment faire pour résister sur le champ lexical face à cette radicalisation du lexique? Oui, quand des responsables politiques utilisent des mots qui sont à l'évidence inadaptés, la seule chose, c'est faire des articles, des manifs pour dire que c'est stupide. Enfin, le mot écoterrorisme, je veux dire, vous n'avez peut-être pas accès à M. Darmanin, moi non plus, et il faudrait lui dire quelle définition vous donnez. Enfin, c'est tellement aberrant que je ne sais pas comment lutter sur le plan du vocabulaire, sinon pour dire qu'un mot est inadapté et inviter tout le monde à réagir. En général, quand même, un certain nombre de journaux le font. Voilà. Le mot écoterrorisme, à mon avis, il n'a pas, enfin bien sûr, il a la faveur de l'extrême droite et d'une partie de la droite, mais il ne s'est pas imposé, je trouve, dans le débat, tellement il est à l'évidence inadapté. Donc, M. Darmanin n'aime pas l'écologie, ou les militants écologistes, ça, on le sait, qu'il les qualifie de terrorisme. Alors, bon, là, ça nous lancerait dans tout un autre débat, parce que j'ai travaillé pas mal aussi la question du terrorisme à l'époque, il y a 20-25 ans. Il y a une définition précise du terrorisme. C'est pas n'importe quoi toute forme de violence qui nous déplaît n'est pas forcément du terrorisme. Voilà. Mais pratiquement, je ne sais vraiment pas que faire devant des dérives pareilles du vocabulaire. Il faut le dénoncer à chaque fois, bien sûr.
Ouais, ce qui peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément la même audience que M. Darmanin. Oui, c'est ça le problème. Oui. D'ailleurs, par rapport au terrorisme, je sais que notamment les décrocheurs de portraits, je crois, avaient été en partie suivis par des cellules antiterroristes qui avaient été mis sur le coup. Et là aussi, quelque part, c'est un peu un dévoiement des moyens de l'État, au même titre que du lexique, pour réprimer de manière complètement absurde les militants écologistes. Si tu me le permets, Mathieu, d'ailleurs, à ce titre, il y a un parallèle intéressant. Il faut savoir qu'en 2015, au moment justement des attentats terroristes, Christiane Taubira avait émis une circulaire à l'attention des juridictions pour réprimer systématiquement toute personne de tout âge qui ferait l'apologie du terrorisme. Et on se voyait comme ça avec des enfants, enfin même des enfants à l'école qui ne savaient pas forcément ce qu'ils disaient, qui étaient suspectés d'apologie du terrorisme. Et donc, il y avait des poursuites engagées par des procureurs devant les tribunaux pour toute personne en réponse à ces attentats terroristes. En 2022, là, au moment du mouvement contre les bassines, les méga-bassines, et au moment où justement Darmanin a sorti cette énormité qu'est l'écoterrorisme, il faut savoir que le garde des Sceaux Dupond-Moretti a sorti la même quasiment une circulaire à peu près identique à celle de Christiane Taubira, visant justement à réprimer toute personne qui s'engagerait en résistance ou en désobéissance civile contre des grands projets tels que les méga-bassines, mais aussi tous les grands projets qu'on peut considérer comme inutiles. Donc, il y a un parallèle intéressant qui est là, où il y a un glissement entre le terrorisme, on va dire djihadiste, à l'éco-terrorisme, et la réponse de l'État est la même, c'est la répression, la répression, la répression, quoi. Donc ça, le discours sert aussi la répression. Disons que ça rejoint une tendance générale qui ne concerne pas seulement la France, mais l'ensemble des pays, c'est la tendance à appeler terrorisme toute forme d'opposition qui vous déplaît. Voilà. C'est devenu un mot comme ça, un mot valise, où dans toutes les propagandes, que ce soit des régimes démocratiques ou pas, les opposants sont des terroristes. Alors que n'importe qui a fait un peu de philosophie politique ou d'histoire de la violence sait qu'il y a différentes formes de violence. Il y a des violences terroristes, mais il y a des tas d'autres formes de violence qui ne sont pas terroristes. Et puis, il y a des tas de formes d'opposition qui ne sont pas violentes. Donc, il y a une sorte d'amalgame là, mais qui est une espèce de méli-mélo linguistique absolument aberrant d'un simple point de vue des concepts. Oui, bah, complètement. Mais sur tous les domaines, de toute manière, on voit beaucoup de torsions des lexiques dernièrement. C'est pas dernièrement, c'est très vieux ça. Ouais. Mais on l'observe dernièrement, mais ça ne veut pas dire que oui, c'est nouveau, effectivement. Sous l'occupation, les résistants étaient appelés terroristes. Hein. La fameuse affiche, ils sont terroristes. Alors ils étaient résistants, y compris par la violence, il n'y a pas de doute, mais ils n'étaient pas terroristes du tout. Ou bien alors on fait dire on met derrière ce mot toute forme de violence, qui est une aberration. Oui, complètement. Et du coup, une dernière question de Pierre-Marie avant de nous quitter. À toi, Pierre-Marie. Oui, c'est gentil, merci. Justement, à propos de la non-violence, c'est un débat. Donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur des actions non violentes, mais qui sont aussi accompagnées de différentes dégradations et avec une tendance pour certains à vouloir aggraver un peu les choses, vu le peu de résultats qu'on obtient avec les actions de désobéissance civile. Enfin, en France, à titre d'exemple, pour les retraites, il y a des centaines de milliers de gens dans la rue, c'est absolument rien. Et donc, il y a quand même une grosse frustration dans les gens qui sont tout à fait partisans de la non-violence, mais qui disent que certains nombres de dégradations peuvent être légitimes si elles ne s'en prennent pas aux personnes, etc. Enfin, il y a un cadre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une tendance. Il y a le problème général de définition.
effectivement, la non-violence, c'est de ne pas s'en prendre aux personnes. Mais on peut très bien s'en prendre à des objets, à des choses. Tout dépend à ce moment-là de l'opportunité. Par exemple, le démontage du McDo de Millau par José Bové, il s'en prenait à des objets, mais c'était une action typiquement non violente, à mon avis. Donc, je dirais, la question à ce moment-là, c'est comment, d'une part, comment c'est perçu par l'opinion. Voilà. Alors, vous allez me dire, l'opinion, c'est un peu vague, mais enfin, disons, des destructions massives d'objets, on ne voit pas à quoi ça mène, etc. Dans les manifs, notamment, quand il y a des destructions de magasins, etc., c'est évidemment contre-productif. À ce moment-là, la frontière, à mon avis, n'est plus entre violence et non-violence, mais entre intelligent et stupide. Il y a des formes d'action qui ne sont pas vraiment violentes au sens où aucune personne n'est atteinte dans sa vie physique ou dans sa dignité, mais qui sont quand même stupides. Voilà. Je crois que c'est important d'avoir une typologie des actions qui soit plus subtile que de dire simplement ou bien c'est violent ou bien c'est non violent. Il y a des actions non violentes qui peuvent être stupides, et il y a des actions, disons, il y a toujours des zones grises. Il y a des actions que certains vont appeler violentes, d'autres non violentes. Moi, je m'en tiens à la définition classique, et violence qui s'en prend aux personnes et à leur dignité, pas simplement leur vie physique, mais leur dignité, leur honneur, leur sens des valeurs qui sont essentielles pour elles, enfin un certain nombre de choses, une définition assez large, mais c'est quand même les personnes. À partir du moment où c'est des objets, des choses, je dis là, il faut raisonner au cas par cas pour savoir si c'est vraiment productif ou contre-productif. Et très souvent, c'est contre-productif aussi, me semble-t-il. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que quand c'est des personnes qui sont tuées ou humiliées. Oui, pareil, je pense que je rejoindrai ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, comment dire, l'atteinte au bien doit être exclue du concept de violence. Il n'y a pas de violence dans l'atteinte, il n'y a pas de violence dans l'atteinte au bien. Et là-dessus, moi, quand j'y pense, c'est à chaque fois la métaphore d'Andreas Malm qui me revient, et notamment en matière environnementale, qui est de dire que en tout lieu où comment dire, la société, bon, pour dire les termes, le capital viendrait à placer des bombes climatiques, viendrait à placer des bombes qui mettraient en péril l'humanité, l'ensemble du vivant. Les personnes ont tout intérêt et sont toutes légitimes à venir désamorcer ces bombes. Donc, vous les désamorcez par tous les moyens que vous voulez, mais vous les désamorcez parce que ces bombes sont dangereuses pour nous. Et là-dessus, dès lors qu'on est dans cette pensée-là, il n'y a plus du tout de violence. Il y a quelque chose de totalement légitime à venir désamorcer. Et voilà. Donc, pour moi, je partage totalement cet avis de dire qu'effectivement, l'atteinte au bien dans ce cadre-là n'est pas une violence du tout, mais justement quelque chose vers lequel il faut aller. Eh ben, merci à tous les deux et à tous nos spectateurs et spectatrices